Alors, durant la semaine, on fait des choses spirituelles, mais on fait aussi des choses pratiques. Hein. Et je vous remercie d'accorder ce temps-là. C'est vrai que vendredi, on se prépare. Je vais essayer de pas être trop long, mais c'est important de parler des finances, des dettes, des finances. Il y a des personnes qui auraient pu bénéficier de ça qui ne sont pas là. Mais bon, qu'est-ce que nous dit la Bible à propos des finances? Qui veut lire le verset? Ah, ah. Donc, de quel côté est-ce que vous voulez être? Celui qui prête ou celui qui emprunte? Est-ce que vous aimeriez être esclave? Non, hein? Et beaucoup de gens sont esclaves. Alors, esclaves, aujourd'hui, c'est la plupart du temps, c'est des banques. Hein? Mais il y a des gens qui empruntent aussi à d'autres personnes. Alors, comment ça se passe quand on a des réunions de famille et qu'on doit de l'argent à tous les membres de la famille? Comment est-ce qu'on est? Ben, on est esclave de tous ces gens-là qui sont autour de nous. Et ce n'est pas agréable du tout. Alors, ce plan que je vais vous présenter, c'est un plan, moi, ça m'a pris 4 fois pour bien le comprendre. Je l'ai vu 4 fois ce plan-là, puis au bout d'un moment, j'ai bien compris. Il y a 10 millions de personnes aux États-Unis qui ont suivi ce plan. OK? Et chaque semaine, 18 millions d'Américains écoutent ces conseils, chaque semaine. La plupart des Américains et des Européens, on va dire, éprouvent des difficultés à payer leurs factures. Dans les pays du tiers-monde, ce n'est pas la même chose. Mais, donc, plus de la moitié ont du mal à payer leurs factures. Par contre, chez ceux qui ont suivi ce plan, seulement 20% ont des difficultés. Donc, ça va vous aider, ne serait-ce que si vous mettez en place quelques concepts, ça va vous aider vraiment à aller de l'avant au niveau des finances. Donc, ce matin, j'ai vu cet article-là, j'ai lu cet article-là, des choses réelles. Il change ses habitudes financières et prend sa retraite à 35 ans. Vous aimeriez prendre votre retraite à 35 ans? C'est déjà dépassé, hein? C'est déjà dépassé. Mais bon, hein, il a épargné plus de 60% de son revenu net et il a bâti sa retraite en seulement 11 ans. Et il avait un salaire moyen, moyen bien, mais moyen. Hein? Donc c'est possible. Et je vais vous parler de mon expérience personnelle. Pour ma femme et moi, quand on s'est mariés en 2011, on s'est mariés et on n'avait pas trop discuté des finances. Hein. Je savais que ma femme avait des dettes d'études, mais on n'avait pas trop parlé de ça, quoi. Donc, on payait le minimum. Hein, vous savez, comme les dettes d'études aux États-Unis, on paye le minimum. Et puis en 2016, je me suis dit, bon, est-ce qu'on a bientôt fini de payer nos dettes? Et je lui demande de regarder le compte. Le compte, c'était un compte des dettes d'études, c'est pas le même compte que le compte bancaire. Donc, je lui demande de regarder. Et ça avait augmenté au lieu de diminuer, alors qu'on payait chaque mois. Et donc, en 2016, on s'est rendu compte qu'on avait 27 000 dollars canadiens de dettes. Ça fait 3 millions de francs. À cette époque-là, on avait un salaire de 40 000 dollars annuel. Ça veut dire 4,4 millions de francs. OK? Donc, salaire moyen et dette énorme. Hein, 4 millions, 4 millions 4 et on doit payer 3 millions. Presque un an, pratiquement un an de salaire qu'on devait payer. D'après vous, combien de temps ça nous a pris pour rembourser la dette? 5 ans, 2 ans, 1 an. OK? Lorsque je me suis rendu compte qu'on avait ce problème-là, Julie m'a donné un livre qu'elle avait reçu comme cadeau lors de nos mariages. Mais comme on s'était mariés aux États-Unis, on avait déménagé en France. 1 an et demi après, on a déménagé au Canada. On avait laissé les affaires aux États-Unis. Donc, elle va voir sa famille et elle ramène les affaires. Elle me dit, tiens, ce livre-là, on nous l'a donné. Si ça t'intéresse, lis-le. J'ai commencé à le lire vers 9h du soir. J'ai terminé à 4h du matin. Je ne l'ai pas lâché. Je l'ai fini. Et le lendemain matin, je me suis réveillé, j'étais prêt pour changer notre vie. Et on a remboursé notre dette en 1 an et 2 semaines. J'ai essayé en 1 an, hein, c'était pas possible. 1 an et 2 semaines. Tout en faisant ça. Alors, qu'est-ce que ça a demandé? Ça a demandé qu'on fasse des sacrifices. Ça a demandé que j'ai 3 emplois au lieu d'un seul. Okay. J'avais 2 emplois à temps plein et 1 emploi à temps partiel. Ça voulait dire que je faisais 85 heures de travail par semaine.
Et ça a fonctionné. Pendant presque 6 mois, je n'ai pas vu ma famille, je n'ai pas vu les enfants, les bébés. Hein. Je partais, il était encore nuit, je revenais, il était déjà nuit. Mais 1 an, 2 semaines, et on a été libérés. Alors, c'est ce que je vous propose, d'étudier un peu ce plan. Alors, vous n'êtes pas obligé de faire aussi vite. Moi, j'étais passionné. Je sentais que c'était comme un fardeau. Je me sentais vraiment esclave des dettes. Et donc, on s'en est débarrassé. Mais ce n'est pas tout. Ok? Beaucoup de chrétiens pensent que l'argent, c'est un problème. On ne devrait pas parler d'argent dans l'église. Mais ce n'est pas vrai. On doit en parler. Le problème, c'est quoi? L'amour de l'argent. Si vous utilisez l'argent mal, si vous aimez trop l'argent, là, ça va faire des problèmes dans le foyer, dans votre vie. Mais l'amour de l'argent est le problème, pas l'argent. L'argent, c'est un outil. C'est comme une fourchette. Hein, on peut tuer avec une fourchette, hein, vous savez. Ok? Et on peut aussi manger. Donc, on peut faire le bien ou le mal. Le problème n'est pas l'argent, le problème, c'est l'amour. Parce que dans Proverbe 10, verset 15, il dit que la fortune est pour le riche, quoi? Une ville forte. C'est une sécurité. Quand vous avez une autonomie financière, c'est une sécurité. Les ennemis de la vie, les choses de la vie vont vous attaquer, vous aurez la liberté de réagir correctement. Alors que la ruine des misérables, c'est leur pauvreté. Genèse 13, verset 2, il est dit « Abraham était très riche en troupeaux, en argent et en or. Hein, » c'est un modèle pour nous, Abraham. Il y avait Job aussi qui était très riche. Et plein de patriarches dans la Bible étaient très riches. Donc la richesse n'est pas mauvaise tant qu'on l'utilise correctement. Et ici, on va essayer de voir que quand on est pauvre, on est esclave. Quand on est plus pauvre, on est libre. Alors, l'argent est utile. Il ne faut pas amasser l'argent, mais il faut l'utiliser. Okay? Ça ne sert à rien si vous avez des milliards sur votre compte en banque et que vous vivez comme un pauvre. Ça ne vous sert à rien. Un jour, vous allez mourir et ça va aller à qui? Il y a 3 choses que l'on peut faire avec l'argent. Économiser, dépenser et donner. Et il faut faire les 3. Okay? Ces 3 choses-là vont vous aider à être une personne équilibrée. La personne qui va tout économiser, qui va rien dépenser et rien donner, comment on l'appelle ça? Avare. Une personne avare, égoïste. Une personne qui dépense tout, comment on l'appelle? Dépensière, elle brûle l'argent. Et une personne qui donne tout, trop généreux. Hein, il a un bon cœur, mais un peu trop grand quand même. Hein. Donc, il faut les 3. Okay? C'est pas bien si on fait juste un des 3. Donc, il faut avoir un plan. Parce que notre nature, nous, on est tous là dans une de ces situations-là. Naturellement, hein, on a tous une tendance soit à économiser, soit à dépenser, soit à donner. Et vous allez plus vous reconnaître dans un de ces 3-là. Et vous vous connaissez comme vous êtes, ce que vous êtes. Alors, qu'est-ce qui se passe si jamais on a des dettes? Est-ce que vous savez ce que c'est qu'une caution? C'est quoi une caution? Voilà, c'est-à-dire que vous avez mis votre nom sur le contrat d'une autre personne. Hein, ça veut dire que si la personne veut acheter une voiture, elle doit payer chaque mois, et si jamais elle ne paye pas, la banque vient vous chercher. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est une dette aussi, une caution. Hein, d'accord? C'est une dette. Qu'est-ce qui se passe si vous avez cautionné quelqu'un? Qu'est-ce que dit la Bible? Dans Proverbe 6. Mon fils, si tu as cautionné ton prochain, ou si tu as une dette, si tu t'es engagé pour autrui, si tu es enlacé par les paroles de ta bouche, ou une signature sur un papier, si tu es pris par les paroles de ta bouche, fais donc ceci, mon fils, dégage-toi, puisque tu es tombé au pouvoir de ton prochain. Donc tu es esclave. Hein? Va, prosterne-toi et fais des instances auprès de lui. Mais ça ne va pas marcher. Alors si ça ne marche pas, qu'est-ce qu'on fait? Ne donne ni sommeil à tes yeux, ni assoupissement à tes paupières. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'on fait pendant ce temps-là? On travaille toute la journée, toute la nuit. Vous savez que personne ne meurt d'un excès de travail? Pas pour quelques semaines ou quelques mois, ou même quelques années. On ne va pas mourir. Vous savez ce qui se passe avant de mourir d'un excès de travail? On tombe dans les pommes. Ok? Burn-out. Mais si c'est juste quelques mois, quelques années, vous êtes capable pendant quelques temps. Sauf que si c'est toute votre vie comme ça, là c'est le burn-out, là vous allez en mourir. Donc on est capable de courir
très vite pour se sortir d'un problème, mais pas très longtemps. Il dit, dégage-toi comme la gazelle de la main du chasseur, comme l'oiseau de la main de l'oiseleur. Donc la Bible nous dit de courir comme une gazelle. Vous avez déjà vu une gazelle courir? J'ai une petite vidéo. C'est comme ça qu'on doit se dégager quand on a des dettes. Okay? Je ne vais pas vous demander qui a des dettes, hein, ça vous regarde. Mais quand vous avez une dette, comment vous courez? Comme ça? C'est comme ça qu'on court? C'est comme ça qu'elle marche, une gazelle? Alors j'ai une petite vidéo, c'est pas très long. Okay? Un léopard, ça c'est les dettes. Les dettes vous guettent. Ah, regardez la gazelle. Comment elle court, la gazelle? Tranquillement, pépère. Elle tourne, elle court, hein? Bon, après, on perd de vue, on ne sait pas ce qui se passe. Mais elle court pour sa vie. Si vous avez des dettes, comment il faut faire? On court le plus vite possible. Vous savez que le léopard, il ne peut pas courir très longtemps. Hein? Donc, si vous esquivez assez longtemps, après, c'est fini. Vous allez être en paix, vous n'aurez plus de problème. Donc, c'est ça l'idée. Quand on a des dettes, on s'en débarrasse. Une fois qu'on est débarrassé, on respire. Alors, la solution à beaucoup de nos problèmes se trouve toujours dans la Bible. Il est dit, va vers la fourmi paresseux, considère ses voies et deviens sage. Elle n'a ni chef, ni inspecteur, ni maître. Elle prépare en été sa nourriture. Elle amasse pendant la moisson de quoi manger. Hein? Donc, qu'est-ce qu'elle fait la fourmi? Vous connaissez la parabole plutôt comment dire? C'est pas une parabole, c'est une fable, les fables de La Fontaine. Hein? La cigale et la fourmi. Okay? Donc, la fourmi, qu'est-ce qu'elle fait pour se débarrasser de ses dettes? Elle travaille toute l'année, pendant la moisson. Pendant que c'est possible, elle travaille. Et quand elle a amassé assez, là, elle peut dormir pendant l'hiver. Alors que la cigale, qu'est-ce qu'elle fait? La pauvreté la surprendra. Quand arrive le froid, elle ne peut plus travailler, elle est trop vieille, malade. Hein? Parmi nous, il y a des gens qui n'ont pas de plan pour la vieillesse. Un jour, on va tous être vieux, on va peut-être être malade, on ne pourra plus travailler comme avant. Et qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'on va compter sur le gouvernement? Le gouvernement, c'est une misère ce qu'ils vont vous donner. C'est une misère ou peut-être même rien. Alors, il y a un plan en 7 étapes pour se libérer de ses fardeaux et pour être complètement libre. C'est cette étape-là, on va en parler. Première étape, c'est apprendre à faire un budget. On doit savoir faire un budget. Deuxième étape, avoir un petit fonds d'urgence. Troisième étape, l'effet boule de neige. Quatrième étape, le fonds d'urgence complet. Cinquième étape, 15% pour un fonds de retraite. Sixième étape, payer votre maison rapidement. Septième étape, être riche et généreux. OK? Donc, c'est des petites étapes qu'on doit faire dans l'ordre. On ne va pas essayer d'être généreux si on a encore des dettes. On paye les dettes à l'étape 3. Donc, si on est encore dans les dettes, on ne va pas pouvoir aller plus loin. On ne va pas économiser 15% et on ne va pas les investir si on a encore des dettes. On va focaliser, parce que plus on focalise sur une chose, sur un but, plus on va être organisé. Alors, établir un budget. Un budget, c'est quoi? C'est un plan d'action. Okay? Ça veut dire un plan pour notre argent. Quand est-ce qu'on établit un plan? Avant ou après? Avant. Donc un budget, ça ne doit pas être à la fin du mois où on dit « Ah, combien j'ai dépensé au fait pour la nourriture ?» Ben, c'est trop tard. Okay? C'est comme ça que je faisais avant. Hein. Je disais « Ah, j'ai dépensé trop ce mois-ci. Hein. » Ben oui, mais c'est trop tard. Donc le plan d'action, il se fait au début du mois. Ça tombe bien, on est au début du mois en ce moment. Okay? Le budget ne va pas nous restreindre. Souvent les gens qui ils veulent se sentir libres. Hein. Ils pensent « Ah, le budget, ça va nous restreindre. Ça va nous empêcher de faire ce qu'on veut. » Non. Le budget, ça va juste contrôler vos émotions. Okay? Dès le début du mois, vous savez où votre argent va passer. Ça organise vos dépenses
à l'avance. La Bible nous dit au niveau de notre budget, il faut planifier. Okay? On ne doit pas faire n'importe quoi. Celui qui veut construire une tour, qu'est-ce qu'il fait d'abord? Celui qui veut construire une tour, la Bible nous dit, il s'assied et il fait un plan. S'il ne fait pas de plan, qu'est-ce qui va se passer? Il va construire les fondations et après, il n'y a plus d'argent. Okay? Donc, nos finances, c'est très important de faire un budget. Qu'est-ce que dit la Bible à propos de nos finances si on est marié? Qui est-ce qui est marié ici? Qui est-ce qui est marié? Ah, il y en a qui ne sont pas mariés. Ok. Donc, si on est marié, dans Marc 10, il est dit, au commencement de la création, Dieu fit l'homme et la femme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à qui? À sa femme. Et les deux deviendront quoi? Une seule chair. Ça veut dire quoi, une seule chair? En pratique. En pratique. Hein? On n'est pas un... C'est pas un partenariat. Hein? C'est pas un partenariat. Ça devient une seule entreprise. On fusionne tout. On fusionne notre lit, notre corps. On fusionne nos familles, deux familles qui vont être reliées. On fusionne nos idées, nos plans, nos projets, nos vies. Ça fonctionne aussi au niveau de l'argent. Donc, ça veut dire que l'idéal, si vous voulez progresser et avoir une vie qui va fonctionner, c'est de fusionner vos dépenses. Pourquoi? Vous allez voir que ça va être... au début, ça va faire des étincelles. Parce qu'il y en a toujours un qui veut contrôler l'autre. Et celui qui contrôle, il va devoir apprendre à donner la parole à l'autre. Et celui qui n'a pas envie d'être contrôlé, il va devoir apprendre à obéir. Donc les deux doivent travailler ensemble. On a chacun un vote pour les finances globales. Depuis ce moment-là, Julie et moi, on a mis un seul compte commun. Et ensuite, on avait un compte d'épargne chacun. Hein, sur lequel chaque mois, on mettait un petit peu d'argent sur notre compte d'épargne pour pouvoir acheter nos dépenses personnelles, nos petites choses qu'on n'a pas envie que l'autre nous contrôle pour ça. Okay? Donc, une petite autonomie, mais qui était prévue dans le budget. Dans le budget, on a dit, voilà combien chacun va avoir d'autonomie. On ne va pas faire ce qu'on veut et il n'y en a pas un qui retire 10 000 francs et puis l'autre, il ne le sait pas. Donc, ça a beaucoup amélioré notre relation dans notre couple. Parce qu'on s'est mis à discuter. Qu'est-ce qui se passe si on a une dépense imprévue? Au lieu de faire la dépense et de rentrer à la maison avec tiens, j'ai fait un gros achat. Tout content, hein, le sourire aux lèvres. Et Julie va dire, quoi? T'as fait quoi? Non, maintenant, si j'ai un achat à faire, je l'appelle au téléphone, je dis, hey, est-ce qu'on peut faire ça? Et puis elle va me dire, ah, on regarde le budget et ensemble on décide. Et inversement, hein, parce qu'il n'y en a pas un qui décide, c'est les deux qui décident ensemble. Alors voilà un exemple de budget. Si vous le voulez, je vous encourage, je peux vous le donner comme modèle. Et puis ensuite, vous allez voir si c'est bon pour vous. Voilà comment on fait un budget chaque mois. Alors après, chaque mois, je le copie parce que les mois sont assez similaires. Chez nous, on ne fait pas des grosses choses. Donc, d'un mois à l'autre, je le copie, je fais des petites modifications. Voilà ce que je mets. Ici, première colonne, je mets toutes les catégories. Là, il va y avoir les revenus. Après, vous allez voir, il y aura les dépenses. Prévu, c'est ce que je pense que je vais gagner. Réel, c'est ce que j'ai réellement gagné. Hein, ça peut varier un petit peu. Surtout si vous avez un salaire qui n'est pas régulier. On va en parler après de salaire pas régulier. Mais si vous avez un salaire régulier, ou relativement régulier, voilà comment vous faites. Salaire de la première personne, salaire de la deuxième personne, elles viennent dans le même compte. Allocation familiale pour les enfants si vous en avez. Les cadeaux reçus, si jamais vous recevez des cadeaux en nature ou en argent. Et les remboursements, ça, c'est si vous avez prêté de l'argent à quelqu'un qui vous le rend. Donc, ça, il n'y a pas besoin de payer la dîme là-dessus puisque ce n'est pas quelque chose que vous avez gagné. C'est quelque chose qui est revenu, mais il n'est pas gagné. OK? Donc ça, c'est les revenus. Ce n'est pas compliqué, il n'y en a pas beaucoup des revenus. Donc, on marque ça sur un cahier. Ensuite, on a toutes les dépenses. Il y en a encore d'autres, hein, mais ça ne rentrait pas sur une page. Donc, moi, j'aime bien être très systématique parce que plus on prévoit, mieux c'est. Donc, première dépense, qu'est-ce qu'on met en premier? On va en parler demain. Les dîmes et les offrandes. Ça, c'est facile. J'ai déjà mis une formule ici dans mon calcul. Moi, 10% pour les dîmes, ça se calcule automatiquement. Et pour les offrandes, c'est vous qui voyez. Moi, je mets 15%.
Ok? Donc, pour les offrandes, vous mettez votre montant là, et tout en bas, vous allez voir tout en bas tout à l'heure, ça va automatiquement déduire. Tilic, 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 vous allez voir que ça va baisser, baisser, baisser. L'objectif, c'est de planifier toutes nos dépenses pour le mois à l'avance. Ça, c'est l'objectif. Que vous n'ayez pas d'argent qui ne sert à rien, d'argent qui disparaît. Alors, ensuite, vous avez probablement tous un loyer ou un emprunt immobilier à payer, des taxes foncières. Donc, les taxes foncières, ici, c'est toutes les années à payer ou tous les mois? Une fois par année. Donc, qu'est-ce que je fais? J'ai marqué que c'était un fonds. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que chez moi, je prends de l'argent chaque mois, je prends 1/12 de mes taxes foncières, chaque mois, je le mets dans une enveloppe. Cette enveloppe-là, elle est écrite pour les taxes foncières. Ce n'est pas pour autre chose, ce n'est pas pour acheter des vêtements, c'est pour les taxes foncières. 1/12 chaque mois, 1/12 chaque mois. Quand j'arrive au moment où il faut payer les taxes foncières, qu'est-ce qui se passe? J'ouvre l'enveloppe, je prends l'argent et je paye. Je n'ai pas besoin d'avoir un imprévu parce que c'est prévisible, ça arrive tous les ans. Okay? Téléphone portable, Internet, donc je marque le montant prévu et quand je l'ai payé, quand j'ai payé la dépense, je marque ici, hop, j'ai payé. Je marque le montant réel. Par exemple, si c'est, je ne sais pas moi, 10 000 francs pour téléphone, je marque 10 000 francs réels. J'ai payé. Okay? Internet, entretien de l'extérieur, il y a toujours un petit peu d'entretien à faire si on veut planter des fleurs, si on veut planter des légumes ou des choses comme ça. Hein. Donc, entretien de l'extérieur, c'est un fonds. Ce n'est pas tous les mois où je vais planter des choses, mais je mets peut-être 500 francs dans mon enveloppe chaque mois. Et le jour où j'ai besoin, je regarde, est-ce qu'il y a de l'argent? Oui, je prends, je dépense. S'il n'y a pas d'argent dans l'enveloppe, ah ben non, ce mois-ci, je ne vais pas dépenser. Vous comprenez comment ça fonctionne? Électricité, pareil. Alors, soit vous payez tous les mois. Moi, au Canada, je payais tous les 2 mois. Donc, c'est pour ça que j'avais fait un fonds. Ici, c'est tous les mois. Donc, on n'a pas besoin de faire un fonds pour ça. Chaque mois, on paye. L'eau, l'assurance de la maison, produits d'entretien, amélioration de la maison. Il faut toujours planifier d'améliorer sa maison. Parce que il va y avoir des choses qu'on veut faire dans la maison, hein, une extension, on veut améliorer. Et puis, réparation. Le toit qui fuit, une porte-fenêtre à changer. Il y a toujours des choses. Alors, ce n'est pas tous les mois. Mais c'est tous les mois que vous avez besoin de prévoir qu'un jour, il va falloir changer le toit. Donc, tous les mois, vous mettez de côté. Et quand arrive le moment de réparer le toit, vous avez l'argent pour réparer le toit. Donc, au début du mois, il faut estimer vos dépenses. Alors, le premier mois où vous allez faire ça, ça va être dur le premier mois. Vous ne savez pas combien vous dépensez pour ces choses-là. Donc, on va mettre un petit peu au hasard ce qu'on pense. Et ensuite, vous allez prendre ça, vous allez dire, ah, voilà ce que j'ai vraiment dépensé. Donc, le deuxième mois, vous allez savoir un peu mieux, de manière plus précise. Le troisième mois, là, vous serez expert maintenant. Donc, ça, c'est tout ce qui est maison. Ensuite, tout ce qui est nourriture et autres. Nourriture, c'est la plus grosse dépense en principe. Hein. Les vêtements, ce n'est pas tous les mois qu'on achète des vêtements, mais quand il faut en acheter, il faut en acheter. Les produits d'hygiène personnelle, savon, lessive, lessive. Dépenses médicales, si on a besoin d'aller chez le dentiste, etc. Coiffeur, si vous avez besoin d'aller chez le coiffeur, moi j'ai plus besoin. Mais, hein. Essence pour la voiture, réparation de la voiture. La voiture, elle doit être réparée. C'est pas, ça n'arrive pas d'un seul coup que la voiture casse. C'est toutes les semaines, tous les mois, elle s'use un petit peu. Donc, chaque mois, on doit mettre un petit peu pour un jour réparer la voiture. Assurance. Okay? Ensuite, adhésions diverses, si vous faites partie de clubs, réseaux sociaux, je ne sais pas quoi. Vous devez payer des adhésions. Restaurant, si vous avez envie d'aller au restaurant de temps en temps, peut-être une fois tous les 2-3 mois, eh bien, vous allez mettre dans un fonds. Comme ça, le jour où vous avez envie d'aller au restaurant, vous allez voir votre enveloppe. Ah, est-ce qu'il y a de l'argent dans le fonds restaurant? Ah oui, il y a de l'argent. Aujourd'hui, j'y vais. S'il n'y a pas d'argent, ah non. Aujourd'hui, je cuisine à la maison. OK? Ordinateur ou appareil électronique. Ça peut être téléphone, ça peut être tout ce que vous voulez. Jouets pour les enfants. C'est pareil, pour les enfants, on n'achète pas tous les mois. Donc tout ça, c'est des dépenses qui sont dans des enveloppes. Argent personnel, c'est là ce que je vous disais qu'on met sur un compte d'épargne chacun séparé. Là, c'est une petite somme, hein, ce n'est pas une grosse somme, mais chacun peut acheter ce qu'il veut. Si j'ai envie d'acheter un paquet de chewing-gum et que Julie a envie d'acheter des collants, bon, ben, c'est chacun qui fait ses dépenses sans avoir besoin de consulter l'autre. Y compris les cadeaux pour les anniversaires aussi. On n'a pas envie de téléphoner à l'autre personne. Hey, tu veux que je t'achète un cadeau?
tel prix, non. Les livres, les timbres, assurance vie, on a parlé de l'assurance vie. Donc, le bon type d'assurance vie, vous vous rappelez, hein, on avait parlé, il y a 2 types. Donc, si vous voulez une assurance vie, vous pouvez faire un fonds et payer chaque année. Frais bancaires, malheureusement, on passe tous par là. Et ensuite, la meilleure chose, les économies. Il ne faut pas oublier. Donc, économie, c'est-à-dire fonds d'urgence complet. Économie pour une nouvelle voiture. Économie pour votre retraite. On va en parler de celui-là. Économie pour des études, si vous avez envie de reprendre des études ou pour vos enfants. Économie pour des vacances. Okay. Donc, et divers, moi je laisse toujours à peu près 10 000 francs pour divers, parce que des choses que je n'ai pas pensé. Ce mois-ci, on fait une petite dépense qui n'était pas prévue. Donc, il y a quand même, je mets quand même toujours 10 000 francs quelque part ici dans divers, parce qu'on ne sait jamais. Okay. À la fin, quand j'ai tout rempli mon tableau, entre mes revenus et mes dépenses, je dois arriver dans la colonne prévue, je dois arriver à 0. C'est-à-dire que j'ai dit à mon argent partout où il doit aller. Si j'avais encore de l'argent à la fin, je le mets dans les économies. Okay. Donc j'ai donné à mon argent une mission. Au lieu que mon argent il rentre, et puis après il rentre dans mes poches, et puis hop, les poches sont percées, et à la fin du mois, avant la fin du mois, je me dis, mais il est passé où mon argent? J'en ai déjà plus. Donc là, je sais déjà où il doit passer. Et je vais ensuite, c'est moi qui ai décidé, hein, ce budget, c'est pas moi et Julie, mais on a décidé, c'est nous qui disons à notre argent ce qu'il doit faire. Maintenant, si vous avez un budget, un salaire qui est grandement variable, c'est plus difficile à utiliser ce type de tableau qu'on a vu juste avant. Si vous avez un salaire qui est varié, qui varie de mois en mois, après avoir payé la dîme et les offrandes, vous allez faire la liste des choses les plus importantes dans l'ordre, puis la liste des choses les moins importantes. Et vous allez leur donner une valeur. Il me faut tant d'argent pour la nourriture, tant d'argent pour le logement, etc. Et on va descendre dans la liste selon les besoins. Ce mois-ci, j'ai assez d'argent pour aller jusqu'à la moitié de la liste. OK. Le mois suivant, j'ai de l'argent pour faire toute la liste et plus, tant mieux. Okay. Donc, les choses importantes dans cet ordre, c'est quoi? Première chose, nourriture. On ne va pas se laisser mourir de faim. Deuxième chose, logement. Quand je dis nourriture, ça veut dire qu'il faut quand même une limite. Il ne faut pas dire illimité. Hein. Non, il y a quand même une limite, une valeur. Mais voilà. Quand on a réussi, si on a gagné par exemple, je ne sais pas moi, 200 000 ce mois-ci, eh bien, je vais avoir utilisé peut-être, je ne sais pas moi, 40, 50 000 pour la nourriture. Après, je vais utiliser pour le logement, pour l'électricité et l'eau, pour le transport, pour les vêtements. Dans cet ordre-là. Parce que si on n'a pas de transport, on peut se débrouiller. Par contre, si on n'a pas de logement, là, ça va être dur. Okay. Donc, dans cet ordre-là. Donc ça, c'est le budget, c'est ce que je vous recommande de faire, de donner à votre argent un rôle et une mission dès le début du mois. Si jamais vous n'avez pas compris, vous avez besoin de demander plus d'informations, n'ayez pas peur. Hein. Ça nous a libérés depuis 2016, je disais. Hein. Depuis 2016, ça nous a vraiment libérés, c'est incroyable. Ça ne veut pas dire qu'on est riche, attention. Hein. Ça veut juste dire qu'on sait où notre argent va passer avant qu'il disparaisse. Une fois que vous avez fait votre budget, ça prend 2-3 heures. Avec votre mari ou votre femme, ça prend 2-3 heures à le faire. Une fois que vous avez fait votre budget, là, vous pouvez passer à l'étape suivante. L'étape numéro 2, c'est avoir 100 000 francs de fonds d'urgence. Ce n'est pas beaucoup, 100 000 francs. Je m'explique. C'est beaucoup, mais en même temps, ce n'est pas beaucoup. C'est beaucoup parce que vous avez peut-être jamais eu autant d'argent en cash, mais en même temps, ce n'est pas beaucoup parce que si jamais il vous arrive un gros pépin, ce n'est pas assez forcément pour tous les problèmes de la vie. Mais c'est un début. Donc, c'est un petit fonds d'urgence pour démarrer, pour éviter d'aller piocher de l'argent dans la nourriture, pour régler un problème de voiture. Hein? Si vous êtes en train de faire votre plan, là, les 7 étapes, et vous n'êtes pas encore à l'autonomie financière, vous avez encore des dettes, mais vous essayez de payer vos dettes le maximum, et que d'un seul coup, il y a la voiture qui casse, qu'est-ce que vous allez faire? Si vous n'avez pas de fonds d'urgence, vous allez piocher dans la nourriture, ou bien vous allez retourner emprunter à la banque. Et vous allez retomber dans les dettes. Donc, pour éviter de retomber dans les dettes, on fait un petit fonds d'urgence, rapide. Ces 100 000 francs, ça devrait vous prendre moins de 2 semaines pour avoir 100 000 francs d'économiser. Si vous avez besoin de vendre des choses dans votre maison, des affaires de votre maison, des meubles, une voiture qui ne vous sert plus,
un scooter qui était en panne depuis longtemps, vous vendez et rapidement, vous faites un petit fonds d'urgence. Il faut toujours avoir un fonds d'urgence. Pourquoi? Ben, on sait en fait. On sait qu'il va y avoir des problèmes. On ne sait pas quand, mais on sait qu'il va y avoir des problèmes. Une urgence, c'est comme la pluie. On ne sait pas quand elle va arriver, mais elle va arriver un jour. Et on n'achète pas un parapluie lorsqu'il pleut, c'est trop tard, mais on l'achète lorsqu'il fait beau. Ok? Et comme ça, on a un parapluie et on sait que quand il pleut, je vais pouvoir l'utiliser. Okay? Ça, on ne nous apprend pas ça à l'école. Hein. C'est bête, hein? Mais on fait des classes, on fait plein de mathématiques, on fait plein de choses, et les finances personnelles, jamais. C'est dommage. Ok. Donc, dans la Bible, il nous est dit que, dans Proverbe 21, il nous dit de précieux trésors et de l'huile sont dans la demeure du sage, mais l'homme insensé les engloutit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il utilise tout ce qu'il a, hein, l'argent rentre, l'argent sort, à la fin du mois, il n'a plus rien. Il a tout englouti. Alors que l'homme sage, il a une réserve d'huile. Comme les vierges sages, elles avaient une réserve. Donc on ne doit jamais, jamais tout dépenser, tout son argent. Tout l'argent qui rentre, on devrait toujours avoir la mentalité, une portion doit être économisée. Toujours. Maintenant, il faudrait être fou pour penser qu'un fonds d'urgence nous protège de tout. Okay? On doit compter sur Dieu. Un fonds d'urgence, ce n'est pas pour éviter tous les problèmes. On ne peut pas se reposer sur de l'argent. Hein? Il faut faire, Dieu va nous aider, mais il faut que nous, on fasse notre part. Ça veut dire, moi, je fais ma part pour les petits problèmes du quotidien, Dieu s'occupe du reste. Des grandes choses que je ne peux pas éviter. J'en parle pas ici, mais une grande partie aussi de prévoir les problèmes, c'est aussi de prendre des assurances. Par exemple, si vous avez une assurance pour votre voiture, c'est obligatoire. Ça dépend de la valeur de votre voiture, il faut être bien assuré. Ou pour votre maison. Si votre maison brûle, si vous êtes locataire, bon ben, c'est vos affaires qui ont brûlé. Vos affaires, ça coûte cher à remplacer. Donc si vous êtes locataire, il y a des assurances locatives qui vont vous payer vos affaires. Moi, j'ai déjà vu quelqu'un dans l'église, sa maison a brûlé. Il est venu me voir en pleurant. Il m'a dit, est-ce que tu peux m'aider? Parce que l'assurance ne veut pas rembourser mes affaires. J'ai dit, mais quelle assurance? Ben, le propriétaire, il avait une assurance pour sa maison. Sa maison a brûlé. J'ai dit, oui, mais lui, il va être payé, lui. Hein. Sa maison, elle est payée. Mais toi, tu avais une assurance? Eh non. Donc, ça veut dire quoi? Toutes ces affaires brûlées. Alors, ce n'est peut-être pas des grosses choses, mais si vous ajoutez tout ça, ça fait quand même de l'argent. Donc, les assurances doivent quand même, on doit bien être couvert pour les choses qu'on ne peut pas prévoir, les grosses choses. Après, les petites choses du quotidien, le fonds d'urgence va suffire. OK. Une fois qu'on a, ça va prendre 2 semaines, 3 semaines, 1 mois maximum pour économiser 100 000. Une fois que vous avez ça, vous êtes prêt à l'étape numéro 3. L'étape numéro 3, maintenant, on s'attaque au gros du problème. C'est les dettes. Si vous avez des dettes. Si vous n'en avez pas, tant mieux, on passe à l'étape 4. Mais si vous en avez, qu'est-ce qu'on fait? À partir de demain soir, puisque aujourd'hui c'est vendredi, on ne fait pas ces choses-là le sabbat, mais après le sabbat, faites une liste de toutes vos dettes. Je vous assure, ça va faire mal, hein, pour ceux qui en ont. De la plus petite à la plus grande, peu importe le taux d'intérêt. Vous savez, il y a des gens qui ont des cartes de crédit à débit différé, les crédits revolving. C'est une horreur, ça. Okay. Après, il y a les dettes d'études. Il y a les dettes pour, je veux dire, pour une voiture, pour des dettes. Amis, famille. Okay. Faites la liste de toutes vos dettes, de la plus petite à la plus grande. Peu importe si vous avez des intérêts sur l'une et pas sur l'autre. Parce que le problème, ce n'est pas le taux d'intérêt. Si le taux d'intérêt était le problème, on n'aurait jamais emprunté de l'argent. Mathématiquement, emprunter, c'est une stupidité mathématique. Okay? On va perdre de l'argent. Mais le problème des dettes, ce n'est pas un problème mathématique, c'est un problème psychologique. Pourquoi on fait des dettes? Comment? On a besoin d'argent, mais pourquoi?
On veut tout, tout de suite. C'est ça le problème. On n'est pas prêt à patienter. Vous savez la différence pour des enfants et des adultes? C'est quoi? Voilà. Un enfant, tu lui dis attends, il ne veut pas attendre. Hein. Un enfant, c'est tout de suite. J'ai faim maintenant. Patient, patient. Non, non, c'est maintenant. Alors qu'un adulte, il apprend à repousser le bien-être, le plaisir, pour en avoir plus tard. Okay? Donc, qu'est-ce qui est préférable, par exemple? Si je vous dis, qu'est-ce que vous préférez? Vous préférez avoir 2 dollars maintenant ou 50 dollars dans un an? Qu'est-ce que vous préférez? Honnêtement, hein? Qu'est-ce que vous préférez? 2 dollars maintenant ou 50 dollars dans un an? 2 dollars maintenant? Ouais. Ça, c'est qu'on a. C'est pas pour vous accuser, hein? Mais on est encore des enfants. On pense encore comme des enfants. Je veux maintenant. Ben non. Vous n'avez pas besoin de 2 dollars maintenant. Qu'est-ce que vous allez faire avec 2 dollars? Par contre, 50 dollars, là, ça commence à faire. Donc, je préfère attendre un an pour avoir 50 dollars parce que je sais que ça va être utile et ça ne me dérange pas d'attendre un an. J'en ai pas besoin maintenant. Okay? Donc, je préfère attendre. Les enfants veulent tout de suite. Donc, nous, il faut apprendre à patienter. La solution, ce n'est pas une solution psychologique. C'est une solution psychologique, ce n'est pas une solution mathématique. Donc, ça veut dire qu'il faut prendre les dettes dans l'ordre de la plus petite à la plus grande. Ça va être une solution psychologique. Et vous allez commencer à payer la plus petite dette avec vengeance. Cette dette, c'est ça qui m'a rendu esclave. Je veux m'en débarrasser. Et pif, paf, vous le mettez des coups de poing dans la figure jusqu'à ce qu'elle soit payée au complet. Et une fois qu'elle sera payée, vous saurez que vous pouvez y arriver. Vous aurez une victoire. Et vous serez encouragé pour en payer une autre parce que vous vous sentirez libre. Donc, une petite victoire. Ensuite, une plus grande victoire. Et une plus grande. Et jusqu'à ce que vous ayez tout payé. Et vous allez voir que ça va vous donner du courage pour la suite. Et quand vous payez la dette suivante, que la première est payée, pour la dette suivante, vous aurez un peu plus d'argent. N'est-ce pas? Parce que vous n'aurez pas à payer la première. Vous n'aurez plus à payer la première dette. Donc, vous aurez un petit peu plus d'argent pour payer la suivante. Et ensuite, un petit peu plus d'argent pour payer la suivante. Et chaque mois, au début, vous payez peut-être juste 5 000 francs, le premier mois, parce que c'est tout ce que vous pouvez faire. Le deuxième mois, ça y est, la plus petite dette est payée. J'avais juste 5 000 francs. Maintenant, c'est 5 000 francs que j'avais pu payer le premier mois. Maintenant, je trouve un peu plus d'argent pour payer la deuxième dette, jusqu'à la troisième, quatrième, cinquième, sixième. Et ça fait effet boule de neige. Plus la boule roule, plus elle accumule de la neige avec elle et elle peut rouler plus loin et plus fort. Donc, plus vous allez pouvoir payer sur la grosse dette, vous n'aurez plus les petites choses du quotidien. Vous comprenez? Et plus on se sent, plus les dettes disparaissent l'une après l'autre, plus on se sent libre aussi. Alors ça, c'était notre tableau qu'on avait fait quand on était endettés, Julie et moi. On a fait un tableau avec toutes nos dettes, comme un thermomètre. Et chaque mois, on remplissait une case, ça c'était 1 000 $, 2 000, 3 000, etc. Et chaque fois qu'on arrivait à payer une dette, on coloriait. Donc ça c'est le premier mois, deuxième, troisième, quatrième, cinquième. Il y avait des mois où on ne pouvait pas faire grand-chose, comme ici, même pas 1 000 $, on a pu. Et ce mois-ci, on a eu une rentrée d'argent imprévue. Dieu nous a bénis et boum, on a augmenté. Il y avait des mois où c'était pas facile, des mois où on pouvait vraiment. Et donc, Dieu nous a bénis. Dans Hébreux 12, verset 11, c'est le verset qu'on a mis ici, il est dit « Il est vrai que tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse et non de joie, mais il produit plus tard, pour ceux qui ont été ainsi exercés, un fruit paisible de justice. » Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au début, c'est pas facile. On est triste chaque mois. On doit payer tout cet argent-là. C'est dur. On doit se priver. On avait décidé, Julie et moi, on ne va pas s'acheter un seul vêtement, un seul produit, un seul plaisir pendant un an, jusqu'à ce que tout soit payé. Pour les enfants, on a dit on va leur acheter le minimum, mais pour nous, rien. Et on a mangé beaucoup de riz et de haricots. Et ensuite, c'est la tristesse. Et une fois que tout était payé, ça produit la joie. Une grande joie.
Une fois que tout ça c'est payé, c'est la troisième étape, on passe à la quatrième. Là, maintenant, enfin, vous êtes libre. Okay? Vous n'avez plus de dettes, vous êtes libre. Maintenant, il s'agit de ne pas retomber dans les dettes. À partir de cette étape-là, il faut promettre, hein, vous et Dieu, plus jamais je retourne dans les dettes. Je suis libéré. J'ai travaillé comme un malade, j'ai couru comme une gazelle, maintenant je suis libre. Je peux souffler. Plus jamais dans les dettes. Parce que maintenant, vous savez comment faire. Et qu'est-ce qu'on fait maintenant pour ne plus aller dans les dettes? On fait un vrai fonds d'urgence. Un vrai fonds d'urgence, c'est 3 à 6 mois de dépenses. Pas de revenus, mais de dépenses. Okay? Tout ce dont vous avez besoin pour survivre pendant 3 mois. Si jamais vous perdez tout revenu pendant 3 mois, accident, vous êtes à l'hôpital, hein, vous êtes à l'hôpital dans le coma, vous ne pouvez plus rien faire pendant 3 mois, et bien votre mari ou votre femme va être capable de venir vous visiter tous les jours et de ne pas travailler pendant 6 mois. C'est ça l'objectif. Vous comprenez? Parce que 100 000 francs, ce n'est pas un vrai fonds d'urgence. Ce n'est pas assez. Si vous êtes célibataire ou marié et que vous êtes le seul soutien de la famille, donc un seul salaire, il faut mettre de côté 6 mois de salaire. Par exemple, si vous avez 200 000 francs de salaire par mois, mettez de côté 6 fois 200 000, ça fait 1,2 million. Ça prend longtemps. Hein. Ça, ce n'est pas en 5 minutes que vous pouvez faire ça. Ça, pour nous, ça nous a pris 1 an. Après avoir payé nos dettes, très rapidement, on n'avait tellement rien fait pendant 1 an qu'on a dû souffler un petit peu. Donc, on s'est fait quand même un peu des plaisirs. Hein. Donc, ça nous a mis 1 an pour mettre de côté cette somme-là. C'était quand même pas facile. Ça, vous allez déjà beaucoup moins vite déjà. Hein. Parce que maintenant, vous n'avez plus de dettes, vous pouvez souffler. Donc, 6 mois de salaire, si vous avez une situation un peu instable, un seul revenu, ou bien votre travail n'est pas fiable, vous pouvez le perdre n'importe quand. OK. Si vous êtes marié et que les deux travaillent, ou bien que les deux ont un CDI, par exemple, c'est très stable, là, à ce moment-là, juste 3 mois de salaire, hein, 600 000 francs, ça va être suffisant pour la plupart des problèmes du quotidien. Les plus gros problèmes, ça peut être quoi? Ça peut être votre voiture qui tombe en panne, hein, il faut réparer la voiture, ça coûte 400 000 francs. Maximum, hein? Voilà. Eh bien, vous avez le fonds d'urgence. Vous prenez le fonds d'urgence, après, il faudra le reconstruire petit à petit, hein? Mais au moins, vous n'avez pas pris des dettes pour ça. Où est-ce qu'on met ce fonds d'urgence? On ne le laisse pas à la maison, c'est trop d'argent. On le met sur un compte d'épargne, facilement accessible en cas d'urgence, mais pas mélangé à votre compte courant. Sinon, ça va disparaître, vous ne savez pas où ça a disparu. Donc, compte d'épargne, c'est séparé, vous savez que ce n'est pas pour les dépenses du quotidien. Beaucoup de gens pensent que c'est du gaspillage que de garder une telle somme d'argent en liquide pour les urgences, mais il faut penser que mon fonds d'urgence, c'est comme une assurance. Si mon assurance, l'argent que je mets à l'assurance pour ma voiture, je leur donne de l'argent chaque mois, c'est perdu cet argent-là. Si je n'ai pas d'accident, je n'aurai jamais cet argent-là, c'est perdu. Donc pensez que votre fonds d'urgence, c'est comme s'il était perdu dans votre tête, c'est comme si vous ne l'aviez plus. Mais quand l'urgence arrive, vous l'avez. Par exemple, le Covid. Quand le Covid est arrivé, plein de gens ont perdu leur emploi. Et qu'est-ce qui s'est passé? On a vu la différence entre les gens qui consommaient tout leur argent avant la fin du mois et les gens qui leur restaient encore où ils avaient un fonds d'urgence. Donc, le fonds d'urgence, c'est comme une assurance pour la voiture. Vous en avez besoin si vous avez une voiture. Il n'y a pas le choix. Si vous êtes vivant, il vous faut un fonds d'urgence. Et encore plus si vous avez une situation instable, si vous avez beaucoup d'enfants, si vous avez... voilà. Alors, c'est quoi une urgence? C'est quoi une urgence? Il faut faire la différence entre besoin et envie. Quand on va au magasin, il ne faut jamais aller le ventre vide. Vous savez pourquoi? On va tout acheter. Nos envies se transforment en besoins. Ah, j'ai besoin d'un gâteau à la crème. Non, on n'a pas besoin. Okay, c'est juste qu'on en a envie, parce qu'on le voit. Donc, les vraies urgences, c'est juste pour les vraies urgences. Exemple d'urgence, accident, urgence. Besoin de payer un médecin ou un dentiste, c'est une urgence. Panne de voiture, maison qui brûle, perte d'emploi,
Divorce, panne de frigo ou de machine à laver. Ça, c'est des urgences. Un cadeau d'anniversaire, c'est pas une urgence. Hey, la semaine prochaine, c'est l'anniversaire de ma femme. Oh, j'ai rien prévu. Qu'est-ce que je peux faire? Et vite, vite, on fait un gros achat en utilisant le fonds d'urgence. Non, c'est pas une urgence. L'anniversaire de votre femme, c'est tous les années à la même date. Vous avez 1 an pour le prévoir. Okay? Donc, pendant toute l'année, on prévoit petit à petit. Et on s'organise. Si on attend un enfant, lorsqu'un enfant arrive, c'est vrai que surtout le premier enfant, on a des achats à faire. C'est cher. Okay? Mais on a combien de temps pour se préparer? 9 mois. Ben, peut-être 8 parce qu'on n'a peut-être pas tout découvert tout de suite. Mais on peut s'organiser petit à petit. On n'est pas obligé de faire des grosses dépenses d'un seul coup. Donc tout ce qui est prévisible, c'est pas une urgence. Un jour, il va falloir changer le toit de votre maison, c'est pas une urgence. Sauf qu'il y a une tempête. Okay? Mais dans 20 ans, votre toit il va être à changer, tout le monde sait ça. Donc tout ce qui n'est pas urgence réelle, il faut pouvoir le prévoir. Ouais. J'avais juste mis ici la fable de Jean de La Fontaine, juste pour l'illustration, parce que j'aime bien cette fable-là. Mais bon, on en a déjà parlé. Donc, on va sauter ça. Une fois que vous avez votre fonds d'urgence, vos revenus sont stables, vous avez sécurisé le plus grand des problèmes qui peuvent vous arriver, votre vie maintenant est relaxe. Okay? Donc maintenant, qu'est-ce qu'on fait? À ce moment-là maintenant, on va économiser 15% pour un fonds de retraite. Pourquoi le fonds de retraite? C'est parce qu'il ne faut pas dépendre d'un gouvernement. Pas à 100%. Si vous dépendez du gouvernement, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez vivre dans la pauvreté. Demandez à presque tous les retraités que vous connaissez. Je ne parle pas des retraités, des gens qui ont un emploi en dehors de l'ordinaire, en dehors de la moyenne. Ça, c'est spécial. Mais ceux qui ont un emploi normal durant leur vie, qui sont à la retraite aujourd'hui, demandez-leur s'ils sont riches. La plupart, ils vous diront non, s'ils ont que le gouvernement. Le gouvernement ne donne pas assez pour bien vivre. Surtout que quand on est vieux, on doit aller plus souvent chez le médecin. Et peut-être un jour, il va falloir, on a des gros problèmes, donc ça coûte cher. Les retraites du gouvernement sont calculées avec l'espoir que les générations futures vont payer pour nous. Ça ne marchera pas. Pourquoi? Parce qu'il y a de plus en plus de vieux, de moins en moins de jeunes. Donc, plus on avance, plus les retraites vont baisser. Un jour, le gouvernement va supprimer les retraites. Ça n'existera plus. Et il faut dépendre de personne, il faut être autonome. Alors, comment on fait pour investir? Une fois qu'on n'a plus de dette, on va investir 15% de notre salaire chaque mois. Je parle de salaire net, parce que salaire brut, ça va être un peu difficile. Donc, salaire net chaque mois, vous investissez 15% de votre salaire net. En plus de 10 000 offrandes. Donc, vous allez vivre avec suffisamment, puisque vous n'avez plus de dettes à payer. Vous n'avez plus rien, vous n'avez plus de dépenses. Vous avez juste dépenses régulières. Dans soit de l'immobilier, ce qui est assez stable, si vous connaissez, si vous êtes expert en immobilier, ou si vous voulez vous renseigner, ou bien quelque chose de plus simple, qui demande beaucoup moins de connaissances, c'est dans un fonds mutualisé, ce qui s'appelle en France un fonds commun de placement, FCP. Là, je vais rentrer un peu dans les détails un peu techniques pour ceux que ça intéresse, parce que je sais qu'il y en a qui ça intéresse. Donc, les fonds communs de placement, ce sont des fonds dans lesquels plusieurs personnes investissent et les bénéfices et les pertes vont être globalisés. Donc, on est tous ensemble pour les pertes et pour les gains. Donc, il y a moins de risques. Et votre investissement, il est à long terme. Parce que la retraite, ce n'est pas dans 2 ans. Okay? Votre retraite, normalement, c'est dans 10, 15, 20, 30 ans, ou même plus. Donc, il n'est jamais garanti, votre investissement. C'est ça qu'il faut comprendre. En fait, les fluctuations du marché, vous avez peut-être vu, regardez, si vous regardez les 10 dernières années, qu'est-ce qui s'est passé pour le marché? Il y a eu des hauts et des bas. Okay? C'est comme des dents de scie, le marché. Mais globalement, sur les 120 dernières années, depuis que les marchés financiers existent, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que ça monte ou ça descend? Le marché financier, est-ce qu'ils montent ou ils descendent? Vous ne savez pas? Depuis les débuts, depuis 1910, je crois que c'est le premier, c'est pas le premier, c'est pas le tout début, mais depuis 1910
juste avant la crise la crise de 29, là, hein. Depuis 1910, les marchés ont fait en moyenne 11% annuel. Donc, ils ont augmenté de 11% en moyenne chaque année, en comptant les grands trous et les grandes hausses. Mais si on lisse toutes les vagues, hein, en moyenne, ça augmente de 11% chaque année. Ça veut dire que c'est énorme. L'augmentation, elle est constante. Parce que l'inflation, elle est de combien ici? 3-4% par année? Peut-être 2%? Entre 2 et 4% à peu près, hein, je dirais. Si vous avez investi votre argent, il a augmenté de 11. Si vous avez mis votre argent sous le matelas, il a perdu la valeur de l'inflation. Okay? Donc, il ne faut pas mettre l'argent sous le matelas, ça ne sert à rien. Donc, oui, il n'est pas garanti, votre argent, votre investissement, mais comme il est à long terme, quand il baisse, ce n'est pas grave, parce qu'un jour, il va remonter. Donc, si on a peur quand la bourse baisse, parce que ça fait les grands titres des journaux, « Ah, le marché s'est écrasé !» Et ce n'est pas écrasé. C'est juste que la valeur de vos investissements a baissé. Vous attendez 2, 3, 6 mois, 1 an, 2 ans, hop, ça remonte. Les périodes de l'histoire où le marché immobilier a été bas pendant 5 ans sont extrêmement rares. Et jamais dans toute l'histoire, il y a eu des périodes de plus de 10 ans ou plus, qui ont été à la baisse. Ça veut dire que si ça baisse, il faut attendre maximum 10 ans et ça va augmenter plus que ce que ça avait baissé. Vous comprenez? Donc si votre retraite est dans plus que 10 ans, investissez là. Ou dans l'immobilier. Donc un fonds mutualisé, c'est quoi? C'est des centaines d'actions à la bourse qui sont regroupées dans un portefeuille. Quand une action baisse, l'autre monte. Okay, donc on ne regarde pas le court terme, on regarde le long terme. Il y en a une qui baisse, l'autre monte. C'est ça le marché. Hein. Donc l'action, par exemple, Microsoft va baisser et puis l'action Google va monter. Et donc, au final, ça fait un équilibre entre les deux. Si vous avez juste des actions Microsoft et qu'elles vont s'effondrer, là, vous allez avoir perdu de l'argent. Donc, il faut un équilibre. Pour ceux qui sont intéressés à investir, il faut regarder la performance des 15 à 20 dernières années d'un fonds à l'aide d'un outil comme Morningstar. Donc, c'est un outil qui va vous permettre de voir les fonds mutualisés. Pour ceux qui s'intéressent, je pourrais vous montrer ça en détail. Donc, comment faire pour sélectionner des fonds? Et on prend les meilleurs fonds. Ce n'est pas tous les fonds qui sont accessibles, mais on prend les meilleurs fonds. Après, on va voir notre conseiller à la banque. On dit, je voudrais investir là, là, là et là. Il va vous dire, ah, celui-ci, on ne peut pas, mais celui-là, oui. Et sur les 15 dernières années, il a fait peut-être 14%. OK? Parce que la moyenne, c'est 11. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la moitié fait plus que 11, l'autre moitié fait moins que 11. Donc, quand votre banque, vous investissez à votre banque dans un compte d'épargne et qui vous donne 2%, le reste, c'est quoi? Parce que la banque, elle ne va pas l'investir à 2%, ils ne sont pas bêtes. Hein. Eux, ils vont l'investir à 13, 14, 15. Et qu'est-ce qu'ils font avec le reste? Dans leur poche. C'est votre argent, mais c'est eux qui l'ont utilisé pour mettre le reste dans leur poche. Donc, 2%, c'est rien. Et la plupart de vos banques vont vous dire « Ah, mais c'est risqué d'investir sur ce fonds-là. » Sauf que durant les 20 dernières années, s'il a fait du 14% en moyenne sur les 20 dernières années, qu'est-ce que vous pensez qu'il va se passer pour les 20 prochaines? Il y a des grandes chances qu'il continue à faire ça. Et même s'il ne fait pas 14%, même s'il fait juste la moitié, c'est toujours mieux ce que la banque vous propose. Donc, la banque vous fait peur en vous disant « c'est risqué ». Mais eux, ils prennent les risques. Et ils savent que c'est mieux de prendre quelques risques, pas des trop gros non plus. Hein. Je ne vous dis pas d'investir dans des choses absurdes. Hein. Ça, c'est des choses normales que les gens qui connaissent un petit peu savent investir. Il ne faut pas investir dans des choses qui sont sketchy, comment on appelle ça, sketchy, étranges. Des gens vous ont dit ça sur Facebook. Attention à ça, parce que sur Facebook, ça peut être n'importe qui. Donc, mais des choses expérimentées, testées par des gens, voilà, des gens comme Goldman Sachs, des gens connus qui font des investissements comme ça, il n'y a pas de problème là-dedans. Okay? Vous pouvez utiliser 4 fonds communs pour encore plus de diversification. Donc, si vous êtes inquiet à propos de la baisse d'un fonds par rapport à un autre, vous pouvez utiliser ces 4 fonds-là, croissance des revenus, croissance agressive et internationale, qui va vous permettre d'avoir une plus grande diversification. Ça veut dire quoi? Ici, ça, c'est les
entreprises américaines de taille moyenne. Donc taille moyenne, ça veut dire qu'elles sont assez équilibrées. Elles grandissent pas trop vite, mais en même temps, elles grandissent relativement vite. Elles font environ 10% annuel. Okay? Les investissements là-dedans. Croissance et revenus, c'est les grandes entreprises. Les grandes entreprises américaines, elles sont très stables. Elles ne vont pas s'effondrer du jour au lendemain. Apple ne va pas s'effondrer du jour au lendemain. Ils sont très gros, très larges. Par contre, ils ne vont peut-être pas augmenter très très vite. Croissance, donc là, c'est plus stable, c'est plus fiable, mais moins de croissance. Croissance agressive, c'est tout ce qui est un peu plus risqué. Les startups, les petites entreprises américaines, toujours. Pourquoi américaines? C'est parce que c'est eux qui font les meilleurs bénéfices. Voilà. Et international, c'est le reste du monde. Donc les choses qui sont plus européennes, asiatiques, les marchés émergents, etc. Qu'est-ce que c'est que l'intérêt composé? L'intérêt composé, c'est l'ajout des intérêts au capital chaque mois, ce qui augmente la somme disponible pour le calcul des intérêts le mois suivant. Donc c'est un peu compliqué, mais qu'est-ce que c'est? Si vous mettez de côté sous votre matelas 10 000 francs par mois pendant 30 ans, combien est-ce que vous aurez? 10 000 francs. Est-ce que c'est possible de mettre 10 000 francs par mois de côté? Question, hein, à tout le monde là. Est-ce que vous pouvez mettre 10 000 francs de côté par mois? C'est possible? Ben oui, c'est possible. Okay. Si on met ça de côté pendant 30 ans, combien est-ce qu'on aura? Ça fait 10 000 fois 12 mois dans l'année, fois 30 ans, ça fait 3,6 millions. C'est bien, mais ce n'est pas beaucoup pour la retraite. Hein. Okay. Okay. Maintenant, si on investit 10 000 francs par mois pendant 30 ans, avec un intérêt de 11%, là, c'est combien on aura? La première année, même calcul, 10 000 francs fois 12 mois fois 11%, la première année, on aura toujours 10 000 francs, hein, parce qu'il est là, hein, il est resté. Mais on aura aussi 13 200 francs d'intérêt à la fin de l'année. Qu'est-ce qui se passe à la fin de l'année? Les intérêts, on ne les touche pas. Ils restent sur le compte. Ça s'appelle, ils sont capitalisés. Et donc, la deuxième année, les intérêts, les 11%, maintenant, c'est plus sur 10 000 francs par mois, c'est sur 10 000 francs plus les intérêts. Donc, c'est une courbe exponentielle. À la fin des 30 ans, au lieu d'avoir 3,6 millions, on a 28 millions. On n'a rien changé. Hein. C'est juste qu'au lieu de les mettre sous le matelas, on les a mis à la banque. Et ça fait une différence énorme. Regardez ça. Ça, c'est la courbe si vous mettez sous le matelas. Hein, ça augmente, ça augmente, ça augmente, ça augmente. Mais en même temps, ça augmente parce que c'est vous qui payez. Okay? Et puis, l'inflation, elle arrive et elle grignote la moitié. Okay. Maintenant, si vous l'avez investi, regardez comment ça augmente. Et ça, c'est sur 30 ans. Si on attend 40 ans, ça sera là. 50 ans, ça sera au-dessus du plafond. Okay? Donc, plus on est jeune, plus il faut comprendre ça, parce que plus on est jeune, plus on peut investir tôt. Et plus on investit tôt, plus on peut prendre sa retraite tôt ou avoir des milliards quand on est à la retraite. Vous comprenez le concept? Ok. Donc, investissez. Une fois que vous arrivez à ce niveau-là, à votre retraite, vous allez avoir ce fonds que vous allez pouvoir non pas gaspiller maintenant, mais vous le laissez à la banque et vous allez juste utiliser les intérêts. Si vous avez 28 millions, combien ça fait en intérêt? Pour simplifier, je vais prendre 10%. Okay? La moyenne, c'est 11, mais on va prendre 10% pour simplifier. 10% de 28 millions, c'est combien? Combien? 2 millions 100? 2 millions et 100? Donc, avec ça, est-ce que vous pouvez vivre? Est-ce que vous pouvez vivre? 2 millions 800. Vous ne pouvez pas vivre avec 2 millions 800 par année? Si, on peut vivre. Et là, c'était juste en mettant 10 000 francs de côté par mois. La plupart d'entre vous, vous pouvez mettre plus que 10 000 francs par mois de côté. Vous comprenez l'idée? Donc, si vous êtes pauvre, vous pouvez mettre juste 10 000 francs de côté, eh bien, vous arriverez à un salaire annuel de 2 millions 8, ce qui est suffisant pour quelqu'un qui est plus le gouvernement, hein, la retraite du gouvernement. Mais vous aurez déjà quelque chose de suffisant pour vivre. Et l'avantage, c'est si vous mettez plus que 10 000 francs par mois, vous pouvez avoir bien plus encore. Okay? Donc, ceux qui ne sont pas à l'aise avec l'immobilier,
parce que l'immobilier, il faut louer à des gens, il y a des problèmes avec les locataires, il faut les mettre dehors, ils ne payent pas, il faut des réparations. Ceux qui ne sont pas à l'aise avec ça, renseignez-vous pour mettre des fonds mutualisés, des FCP, renseignez-vous avec votre banque, mais sachez que votre banque va chercher à vous faire peur. Ce n'est pas garanti, c'est jamais garanti. Si vous investissez pour plus que 5 ans, votre retraite est dans plus que 5 ans, n'ayez aucune crainte. Parce que ça va baisser, mais ça va remonter aussi. Un exemple, l'année dernière, ça a beaucoup baissé. Cette année, ça a beaucoup augmenté. Okay? Donc, c'est ça la vie. 6e étape, on est bientôt arrivé à la fin. 6e étape, c'est le secret. Une fois que vous continuez à investir 15%, hein, vous vous arrêtez pas. Mais ensuite, au-delà des 15%, si vous pouvez payer votre maison rapidement, ça sera un des plus grands bénéfices que vous pouvez faire. Votre maison, c'est probablement la plus grande chose de valeur que vous allez avoir dans votre vie. Plus vite votre maison est payée, plus vite vous pouvez être complètement libre. Okay? Lorsque votre maison sera payée à 100%, l'herbe sous vos pieds n'aura pas la même sensation. C'est mon herbe. C'est plus l'herbe de la banque. C'est à moi. Okay? Donc, ce n'est pas la même chose. Si vous êtes locataire, à ce moment-là, c'est une bonne étape pour pouvoir acheter votre maison. Okay? Parce que vous n'avez plus de dettes. La banque va regarder, hey, vous n'avez plus de dettes, vous avez des économies, un grand fonds d'urgence, parce qu'ils regardent vos comptes bancaires. Hein. Ils vont voir, vous avez un grand fonds d'urgence, vous avez des économies, vous dépensez jamais tout dans le mois, vous n'êtes jamais en découvert. La banque va vous dire, ben oui, bien sûr, prenez mon argent. Ils vont être contents de vous prêter, parce que vous êtes des bons clients. Donc, si vous avez une maison, payez-la rapidement, à cette étape-là. Si vous n'avez pas de maison, c'est le bon moment pour acheter. Donc, cette étape-là, la 6e étape, elle se fait simultanément avec la 5e. Ça veut dire qu'on ne doit pas attendre la retraite pour acheter une maison. Okay? Mais on paye la maison. La maison devrait être payée avant de prendre sa retraite. Quand vous serez à la retraite, vous n'aurez plus de revenus. Donc, vous n'avez pas envie d'avoir besoin de payer encore un loyer ou un emprunt immobilier. Okay? Donc, essayez de faire ça avant de prendre votre retraite. Et là, vous pourrez vraiment prendre une retraite agréable. Vous n'aurez pas de coup dur. S'il y a un problème, vous avez un fonds d'urgence. Vous aurez votre retraite du gouvernement plus la retraite que vous vous êtes fait vous-même. Vous n'aurez plus de problème. Dernière étape, être riche et généreux. La raison pour laquelle on veut être riche, ce n'est pas pour être égoïste, mais c'est pour deux choses. Être en sécurité et être libre. C'est pour ça qu'on va être riche. Je connais des gens aux États-Unis qui sont très riches et ils sont extrêmement généreux. Pourquoi? Parce qu'ils savent qu'ils n'ont pas de problème. S'ils vont donner de l'argent, ils vont donner beaucoup d'argent, ils savent que ça ne va pas leur manquer. Ils ne sont pas anxieux de savoir est-ce que je vais arriver à finir le mois. Ça leur donne une paix. Et quand on est en paix, on peut être généreux. Regardez dans 1 Jean 3, il est dit, si quelqu'un possède les biens du monde et que voyant son frère dans le besoin, il lui ferme ses entrailles, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui? Donc, on va se sentir bien en ayant des possessions, en voyant notre frère, notre sœur dans le besoin, on peut donner à ce moment-là. Dans Acte 20, verset 35, il dit « Je vous ai montré de toute manière que c'est en travaillant ainsi qu'il faut soutenir les faibles et se rappeler les paroles du Seigneur qui a dit lui-même « Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. » Et vous savez, ça, je l'ai appris quelques temps après qu'on ait fini de payer nos dettes. Quand on a commencé à construire ce budget, que je vous avais raconté ça, j'avais un fonds, un compte d'épargne juste pour aider les gens, okay, dans mon budget. J'avais un compte d'épargne juste pour aider les gens. Et là, je me suis dit, tiens, c'est pas mon argent ça, qu'est-ce que je vais en faire? Et je me suis mis à aider les gens. J'avais tellement de plaisir, surtout quand j'avais payé la facture de cette sœur. C'est vraiment, vraiment important de pouvoir être généreux. Ça change qui on est et on se met à ressembler de plus en plus à Dieu. Alors en conclusion, Dieu veut qu'on apprenne à gérer notre richesse tout au long du chemin. Vous savez pourquoi? Quelqu'un m'a posé la question, est-ce qu'on peut jouer au loto? Cette semaine, quelqu'un m'a posé la question. Est-ce qu'on peut jouer au loto? Non. Vous savez quel est le problème du loto? 60% des restaurants vont échouer au cours de la première année et 80% au cours des 5 premières années.
78% des joueurs de foot finissent ruinés. 60% des joueurs de la NBA, le basket américain, finissent ruinés. La plupart des gagnants du loto finissent ruinés. Pourquoi? Oui, ils le dépensent. Ils n'ont jamais eu autant d'argent. Donc d'un seul coup, ça part, ça disparaît. Ils n'ont jamais appris à gérer. Ils n'ont jamais appris à faire un budget quand ils étaient pauvres. Et quand on est pauvre, et petit à petit la richesse arrive, petit à petit, tout doucement, tout doucement, tout doucement, on a appris à la gérer petit à petit, et maintenant on est capable. Dan Lok a dit, je ne suis pas riche à cause de l'argent que je possède, mais parce que j'ai appris à gérer mon argent. Et quand on est fidèle dans les petites choses, qu'est-ce qui se passe? On est fidèle dans les grandes. Alors je ne dis pas de jouer au loto quand on est riche, hein. Mais quand on est riche, on n'aura pas de problème à gérer une grosse somme d'argent parce qu'on aura appris dans les petites choses. Okay? Donc c'est pour ça que c'est une très très mauvaise idée de jouer au loto. Dernière slide, il dit, la richesse mal acquise diminue, mais celui qui amasse peu à peu l'augmente. Le plan que je vous propose, ce n'est pas un plan qui est rapide. La richesse facile et rapide, ça n'existe pas sur cette terre. La richesse facile et rapide, on la perd. Elle diminue. C'est l'histoire du lièvre et de la tortue. Qui est-ce qui gagne à la fin? La tortue. Celui qui économise petit à petit, tous les mois, un petit peu tous les mois, qui ne va jamais utiliser tout son argent, c'est lui qui à la fin aura des millions. Et on ne verra pas ces millions. Il ne vivra pas une vie flambeur. Il n'aura pas une BMW. Il n'aura pas des grosses choses, forcément. Mais il aura une vie confortable. Parce qu'il aura appris à gérer correctement son argent. Donc il y a encore plein de choses dont on aurait pu parler, mais je vais m'arrêter là. Il y a plein de choses qu'on aurait pu parler. On aurait pu parler des assurances, de comment acheter une maison, comment gérer les finances familiales, comment faire si on veut quitter son emploi, changer d'emploi, comment on planifie les finances pour ses enfants, etc. Il y a plein de choses encore qu'on aurait pu dire. Hein. Mais déjà, voilà le plan en 7 étapes. Donc le plan en 7 étapes pour avoir une autonomie et une liberté financière. Donc même si vous avez retenu une ou deux choses seulement, eh bien, j'espère que vous allez les pratiquer, que ça va vous aider. Parce que ce que je veux voir, c'est que là, en Polynésie, l'Église puisse être plus prospère. Les membres qui sont les plus pauvres puissent relever la tête et souffler. Les membres qui sont les plus riches puissent aider les plus pauvres. Et chacun va avoir de quoi faire. Okay? On va tous progresser vers la liberté financière et la liberté de nos péchés. Okay? Donc, que Dieu vous bénisse. Et si vous avez des questions, ben, ce sera avec joie que je peux y répondre. Est-ce qu'il y a des questions déjà maintenant ou bien... Oui? 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 Alors, l'argent ne nous appartient pas. L'argent appartient à qui? Voilà. Donc, notre argent, il appartient à 100% à Dieu. Ok? Bon, d'accord. Dieu nous demande de lui rendre 10%, la dîme. Mais au-delà de ça, il nous demande de faire une gestion sage de notre argent. Le loto n'est pas une gestion sage de notre argent. Pour ces deux raisons-là. Première raison, c'est que 99,99% des gens perdent. Donc c'est de l'argent que le Seigneur t'a confié, et au lieu de l'utiliser correctement, tu l'as perdu. C'est comme si tu jettes par la fenêtre. Hein, tu prends 2000 francs, chaque mois tu prends 2000 francs et tu ouvres la fenêtre de la voiture et tu le lâches. Même chose. Hein. Deuxièmement, si tu gagnes, parce que c'est le rêve, hein, ils entretiennent le rêve, mais il y a tellement peu de gagnants, c'est même pas possible. Mais si jamais tu gagnais, c'est quoi les statistiques? On avait vu, hein? La plupart des gagnants du loto finissent ruinés. Donc même si tu gagnais, tu perds quand même. C'est ça le problème. Parce que tu n'as pas appris à gérer l'argent. Dieu ne va pas te confier des grandes ressources si
tu n'es pas capable de gérer le peu de ressources que tu as. Donc, si tu as assez pour vivre, mais que tu le dépenses de manière frivole, eh ben, Dieu ne va pas te confier des grandes choses. Et le loto, c'est une manière, en fait, c'est une ressource pour l'État. Il faut bien penser que quand l'État te vend un billet de loto, par exemple, s'ils ont fait 1 milliard de recettes, je dis n'importe quoi, 1 milliard de recettes, eux, ils vont prendre ce milliard de recettes, ils vont le diviser par deux. Une partie, ils le gardent dans leur poche pour financer les écoles, les routes, les hôpitaux, tout ça. Et l'autre moitié, ils le remettent en jeu. C'est-à-dire que le gagnant va gagner 500 millions. C'est ça l'idée. Donc déjà, c'est ce que tu vas perdre. Donc ce n'est pas un principe. Ce que je veux dire, c'est que le principe, c'est l'argent vient de Dieu. Et on doit bien le gérer. Ça, c'est le principe. Le loto, c'est une perte d'argent à 99,99%. Oui, et devant Dieu, Dieu va te demander des comptes. Qu'est-ce que tu as fait avec ton argent? C'est pas logique. Et c'est même pas, d'un point de vue mathématique, c'est même pas logique. Si tu le gardais, cet argent-là, si tu l'avais investi, tu aurais un résultat certain. Tu comprends la différence? Donc, si tu dépenses, je ne sais pas, pas toi ou quelqu'un, n'importe qui, hein? Oui, n'importe qui. Si n'importe qui dépense 5 000 francs par semaine pour acheter le loto, il vaut mieux mettre ces 5 000 francs par semaine dans un fonds mutualisé, et là, tu es sûr de gagner. Mais pas tout de suite, dans 20 ans, dans 30 ans. Voilà. Ça répond à la question? Donc c'est pour ça que le loto, on ne devrait pas jouer au loto. Tu ne vas pas être radié de l'église si tu joues au loto. Tu ne vas pas être radié de l'église. Parce qu'il n'y a pas un verset qui te dit de ne pas jouer au loto. Hein, les principes, c'est ce qui est écrit. Il est écrit. Par contre, c'est une bêtise. C'est une bêtise. Donc si tu as envie d'être bête, bah, tu es libre. Hein, Dieu ne nous empêche pas d'être bête. Mais c'est bête. Donc il ne faut pas jouer. Alors, les investissements, il ne faut pas faire ça n'importe comment. Il faut se renseigner auprès des bonnes personnes et surtout des bonnes sources. Parce que beaucoup de gens font des bêtises avec ça. Ils investissent par exemple dans les crypto-monnaies. Qu'est-ce qui se passe avec les crypto-monnaies? C'est que la seule chose qu'on sait à propos des crypto-monnaies, c'est que ça monte, mais personne ne sait pourquoi. En fait, ça monte pour une seule raison, c'est les gens veulent investir là-dedans. C'est la seule raison pour laquelle ça augmente, parce que des gens investissent dedans. Le jour où les gens vont arrêter d'investir, ça va s'effondrer. Donc, il ne faut pas investir dans les crypto-monnaies. Ce n'est pas fiable. Il n'y a rien derrière. Hein. Il y a du vent. Ce n'est pas un objet physique. Quand tu investis en bourse, tu achètes une petite portion d'une entreprise. Donc, l'entreprise, elle existe. C'est quelque chose en réalité. Tu investis, tu achètes une action de Apple, tu as le droit de la revendre. Apple ne va pas s'effondrer du jour au lendemain. Si jamais elle est en perte de vitesse, tu vends ton action Apple, tu achètes une autre action, quelque chose d'autre, Nvidia. Okay? Donc, il y a quelque chose derrière. C'est concret. Maintenant, jouer en bourse, ce n'est pas un jeu. C'est là qu'il faut faire attention. Je ne joue pas en bourse. Parce que jouer en bourse, ça veut dire investir quand tu penses que ça va monter et vendre quand tu penses que ça va baisser. Et ça, c'est comme un jeu. Sauf que ça monte, ça descend tout le temps. Et que la plupart du temps, quand on fait ça, on rentre dans le marché, on sort du marché, on rentre dans le marché, on sort du marché. C'est-à-dire un investisseur actif, tu vas perdre ton argent. En moyenne, hein, tu vas perdre ton argent. Donc, ce qu'il faut, c'est investir de manière régulière et lente. Peu importe si le marché est haut, s'il est bas, tu t'en préoccupes pas. Tu investis tous les mois, la même somme d'argent tous les mois, et tu l'oublies. Et c'est sûr que sur le long terme, ça va monter. Mais si tu essaies de jouer avec la bourse, c'est là qu'il y a un problème. La bourse n'est pas un problème. Hein. Si par exemple, j'ai un ami qui a un business qui marche bien, il vend des choses sur le marché, mais il n'a pas assez d'argent pour se développer. Il a besoin d'acheter un four, il a besoin de payer un employé, donc il veut se développer. Je peux lui prêter de l'argent pour qu'il se développe, et en échange, il va me remettre, chaque mois, il va me remettre une petite somme. Ça, c'est la bourse. C'est ça la bourse. C'est rien d'autre que ça. Mais il faut faire attention à ne pas se lancer dans une chose qu'on ne comprend pas. Donc, moi, ce que j'ai fait quand je me suis, entre guillemets, lancé, j'ai mis 1 000 $. C'était le minimum pour investir. J'ai mis 1 000 $ sur un compte. Et je me suis dit, même si je perds tout cet argent-là, ça fera mal, mais ce n'est pas si grave. Okay?
J'ai mis 1000 $ et j'ai attendu 2 ans. Pendant 2 ans, j'ai rien fait. J'ai attendu 2 ans pour voir comment ça progressait. Okay? C'est beaucoup 2 ans. Et puis, pendant ces 2 ans-là, c'est monté beaucoup. Après, ça a baissé un peu. Après, c'est monté encore. Okay? Et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai laissé cet argent-là. J'ai continué à regarder comment ça se passait. Et finalement, au bout de 2 ans, je me suis dit, OK, là, ça a monté beaucoup. Ça veut dire que maintenant, je peux faire confiance à ce système-là. Et j'ai continué à investir. Tu vois? Et j'ai pas beaucoup encore aujourd'hui. Mais depuis, ça fait presque 10 ans qu'on investit. Non, ça fait 8 ans qu'on investit. Même si ce n'est pas beaucoup, par exemple 1000 $, en 8 ans, ça a doublé. De 1000, on est passé à 2000. Si j'avais eu des millions à investir, ça aurait aussi doublé. Je n'ai pas des millions à investir. Mais le peu que j'ai investi, ça a doublé. Donc c'est bon, ça veut dire que ça marche. Mais attention à passer par des choses fiables. Attention, assurez-vous que ça passe par des notaires, que ça passe par la banque, des choses prouvées, pas des gens sur TikTok. Hein? Parce que ça, vous allez vous faire avoir, c'est sûr. Voilà. Des questions? Oui? Je veux que vous compreniez bien, et Dieu, lui, il est pasteur d'église, et tout ça, mais juste parce qu'il est pasteur et vous dit, allez Oui. chercher dans des investissements, n'allez pas aux yeux aveugles, mettre votre argent n'importe où. Il faut se renseigner, il faut savoir comment ça marche. Et la famille, qui aussi, eux, à cause d'un autre pasteur qui leur venait donner des conseils, venez investissez là. Ah oui. Et ils ont allé déjà aveuglés, ah oui, ils ont mis l'argent là, et ils ont tout perdu. Oui, il faut faire attention. Donc, faites beaucoup d'attention. Rappelez-vous, si c'est trop beau pour être vrai, c'est parce que les investissements, oui, ça marche. Il faut être sage, mais rappelez-vous de ça. Il faut être bien sage. Il faut se renseigner beaucoup. Il faut se renseigner. Jésus lui-même le disait dans la parabole des talents. Pourquoi celui qui n'a rien fait avec son talent, il aurait pu le mettre à la banque. Il disait pourquoi tu l'as pas mis à la banque, comme ça j'en ai reçu des intérêts. C'est ça les intérêts dans les investissements. Tu ne fais rien, tu le mets, tu donnes au banquier et après, avec le temps, tu vas recevoir les intérêts. Mais il faut bien se renseigner. Il faut faire attention parce qu'il y a plein d'arnaques. Oui, beaucoup d'arnaques. Beaucoup. Il faut bien se renseigner, bien chercher, parce que sinon, tu peux tout perdre. Il y a plein de gens qui sont prêts à prendre tout ton argent. Oui. Donc, faites attention. Et vous avez remarqué, merci. Et vous avez remarqué que je ne vous ai pas donné des conseils d'investir là ou là. Hein? C'est à vous de vous renseigner. Je vous ai donné les outils pour vous renseigner. Allez voir vos conseillers, hein? Faites ces choses-là, mais renseignez-vous. Parce que c'est la connaissance qui vous libère. Okay. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Dans une école du sabbat, comme on a vu il n'y a pas longtemps, on parlait que Dieu a nous demandé un jour des comptes sur tout ce qu'il nous a donné. Alors, on ne peut pas gaspiller ou faire n'importe quoi. Oui, il ne faut pas faire n'importe quoi. Voilà. Il faut vraiment bien se renseigner. Entourez-vous de gens qui sont de bons conseils et assurez-vous de lire tous les petits caractères des contrats que personne ne lit. Parce que c'est comme ça que vous allez pouvoir être prudent. Il faut être très prudent. Quand vous mettez le doigt quelque part, mettez juste le bout du doigt et vous voyez ce qui se passe. Voilà. Même avec des gens comme mon conseiller financier à la banque, il m'a dit, mais ça, ce n'est pas un bon investissement. Moi, je te propose quelque chose d'autre, à 2% d'intérêt. Je me dis, d'où ça vient ce conseil-là? C'est parce qu'eux, ils veulent faire leur argent avec ces choses-là. Donc, il faut être très prudent. Voilà, les banques te proposent toujours des taux d'intérêt très bas, mais très sécuritaires. La sécurité. Oui, mais attention, il faut être sécuritaire, mais en même temps, il faut comprendre pourquoi c'est sécuritaire. Parce que personne ne peut te garantir une sécurité. La banque te garantit la sécurité parce qu'ils savent qu'eux vont pouvoir faire plus que ça. C'est ça. Il n'y a pas de garantie dans ce monde. Hein. Aucune garantie dans ce monde. La seule chose qui est garantie, c'est que Jésus va revenir un jour. Ça, c'est garanti. À part ça, il n'y a rien de garanti dans ce monde.
Ça marche? Mais ne retenez pas que les investissements, hein. La première chose d'abord, c'est quoi? Établir un budget. Première chose. OK? OK? On va terminer. Si vous avez besoin d'aide pour établir un budget d'ici dimanche, ben, n'hésitez pas, on peut en parler.